Autour d'une petite table dans la cafétéria. Alors, ne n'allez pas en conclure que je passe mes journées de travail à la cafétéria, mais j'y vais quand même de temps en temps. Et c'est l'occasion, dans les discussions, de faire émerger une bonne idée. À la base, il y a une phrase, discussion donc, dans ce contexte, qui était de dire, c'est quand même au moment où nous avions un des chercheurs de l'école qui venait d'être lauréat d'un prix. Quelqu'un me dit, c'est quand même incroyable, à 50 mètres de notre bureau, il se passe des choses tout à fait intéressantes, extraordinaires, qui sont saluées nationalement, voire internationalement, et nous, on ne le sait pas. On ne sait pas de quoi il s'agit. Et c'est là qu'on a dit, bah oui, on a des pépites dans cette école, d'où le vocable que vous retrouvez ici, des pépites, et puis c'est peut-être intéressant d'en faire profiter le plus grand nombre, et notamment les personnes. Alors, avec la difficulté que les chercheurs sont des gens dont la communication est un des métiers, ils sont tout à fait habitués à le faire, ils sont parfaitement rompus, mais en général à destination de personnes de leur communauté scientifique, avec un vocabulaire qui n'est pas nécessairement accessible, ouvert et clairement conçu pour le plus grand nombre. Et c'est donc cette conférence d'un genre nouveau, sur laquelle Frédéric Benaben a été le premier à accepter de se plier, de se lancer. Je l'en remercie très chaleureusement. Eh bien, voilà, conférence où on va parler bien sûr de ce qui se fait, bien sûr des enjeux économiques, scientifiques d'un certain nombre de travaux, mais en veillant à ce que ce soit avec un vocabulaire, en tout cas c'était le cahier des charges, un vocabulaire qui soit accessible et compréhensible par tous. Donc voilà une formule. Alors, je sais qu'un certain nombre de collègues ne peuvent pas être là ce soir, mais plusieurs ont réagi en me disant c'est une excellente idée et nous avons déjà des volontaires pour prendre la suite. Alors, il y a une conférence dès la semaine prochaine que je pense que vous avez tous noté, qui est celle de François Vénan, donc d'un autre département, d'un autre centre de recherche. Frédéric est issu du centre de génie industriel et la semaine prochaine sera François Vénan du centre Rhapsody, et qui, à la même heure, donc le 18 avril, nous fera une conférence. Alors, j'ai pris mon petit pense-bête pour ne pas me tromper sur le lancé. Il s'agit de l'intituler et le suivant, « Recherche scientifique entre course au développement et respect des civilisations traditionnelles ». Et là aussi, c'est un scientifique qui va nous apporter un regard un petit peu différent de ce que l'on a habituellement. Autour de ses travaux de recherche sur l'énergie solaire, il va nous parler aussi de son vécu, de son expérience. Il va nous faire un témoignage de ce qu'il a vécu lorsqu'il était au Pérou. Voilà, alors j'espère que vous serez tous disponibles pour cette autre conférence. Et j'en reste à cette soirée, donc, qui est celle de Frédéric Benaben, donc nouvelle technologie vers un monde collaboratif. Je lui laisse sans tarder la parole et je vous invite, à titre de confiance, d'emblée, de le gratifier de vos plus chaleureux applaudissements. Merci. Bonsoir, sur cette entrée physique. Est-ce qu'on pourrait avoir les transparents, s'il vous plaît? Voilà. Donc bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus si tard. Donc je vais effectivement donc, vous faire une présentation qui a vocation à vous présenter un peu les travaux de recherche qui sont réalisés au Centre de génie industriel de l'École des Mines d'Albi. Et donc, comme M. Schmitt l'a précisé, sans me mettre du tout la pression, en essayant d'avoir le vocabulaire le plus accessible et en essayant de s'affranchir un peu du jargon scientifique. Donc, un petit point de contexte. Donc d'abord, donc je suis enseignant-chercheur au Centre de génie industriel. Donc au travers de ces travaux-là, c'est aussi les travaux du Centre de génie industriel en général que je souhaiterais présenter. Donc c'est un travail avant tout éminemment collectif. C'est un travail qui s'appuie sur un historique assez conséquent, puisqu'il y a au moins une dizaine d'années de travaux et encore des années auparavant, avant mon arrivée, puisqu'on peut compter, il y a eu une dizaine de thèses, un certain nombre de projets collaboratifs
financés par l'Europe ou par l'État français ou par les régions. De nombreuses collaborations, des collaborations avec des industriels, donc on peut citer Pierre Fabre, on peut citer Thales, des collaborations avec des institutionnels, on peut citer le SDIS 81, donc les pompiers du Tarn, on peut citer la préfecture du Tarn, la Croix-Rouge. Et puis il y a un élément aussi important, c'est que les écoles des mines, par définition et par vocation, s'intéressent à la recherche appliquée et non pas à la recherche fondamentale. Alors schématiquement, on peut dire que la recherche fondamentale est dans une philosophie de solution cherche problème, et la recherche appliquée est plutôt problème cherche solution, et en particulier en se basant sur les solutions proposées par la recherche fondamentale. Donc on est sur des travaux qui sont à vocation à avoir une application dans un horizon relativement faible, disons autour de 5 ans, 5 à 20 ans maximum. Donc ça, c'est pour les éléments de contexte de cette présentation. Et puis, en termes d'objectifs, donc il y a un premier objectif qui est important pour nous, chercheurs, c'est de faire connaître un petit peu nos travaux et de faire en sorte que des travaux qui sont généralement cantonnés à un laboratoire de recherche, parfois qui sont disséminés dans des communautés scientifiques au travers de conférences, de congrès, voire d'articles dans des revues, puissent toucher un monde un petit peu plus large. Et donc ça, pour nous, c'est un objectif important, y compris nos élèves. Il y en a quelques-uns qui ont eu le courage de venir ce soir. Je les remercie. Ils me voient suffisamment, mais c'est appréciable. Y compris nos élèves qui ne voient pas forcément notre activité de recherche, qui ne voient que leur faire des cours, partir en courant, corriger 3 copies, et leur mettre des notes plus ou moins bonnes. Donc, et puis l'autre objectif, c'est celui qui a été rappelé par monsieur le directeur, c'est une présentation le plus tout public possible. Donc ça, c'est un exercice difficile, j'essaie de le dire au préalable. C'est un exercice difficile parce qu'il faut naviguer entre la vulgarisation globalement inutile, qui va juste vous faire souffler en disant ça, on le savait déjà, et puis voilà, passer dans un monde un petit peu trop abstrait qui pourrait vous perdre par manque de familiarité avec ce monde-là. Donc je vais essayer de m'attaquer à cette tâche-là. Le sujet que j'ai choisi c'est les nouvelles technologies vers un monde collaboratif. Donc les nouvelles technologies, j'ai choisi ça comme support pour montrer nos travaux. Je ne vais pas essayer de vous donner l'intégralité de ce que touchent les nouvelles technologies, mais essayer de l'aborder par le prisme de nos travaux. Donc, les nouvelles technologies, bon, c'est une banalité que de dire ça, mais bon, les nouvelles technologies sont partout. Voilà, on les croise dans notre quotidien, qu'ils soient personnels, dans notre quotidien professionnel, dans notre quotidien domestique, peu importe. On a tous une perception, une vision des technologies. Alors pour certains, c'est une libération, pour d'autres, c'est une prison. Ça peut s'avérer même quelque chose de très... auquel on est soumis, une vraie soumission. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on en a tous une utilisation. On s'en sert tous au quotidien, de gré ou de force. On est tous utilisateurs de ces nouvelles technologies. Donc, par rapport à ces premiers constats-là, de notre relationnel aux nouvelles technologies, je vais essayer de donner une proposition, de donner une vision, un cadre de ce que je vais considérer comme les nouvelles technologies par rapport aux travaux que je vais présenter par la suite. Alors, une première chose, c'est que les nouvelles technologies, avant tout, ce sont des appareils connectés, des appareils qui émettent des données, qui en reçoivent. Donc quand on dit ça, évidemment, on pense ordinateur, on pense tablette, on pense téléphone. Et évidemment, il y en a beaucoup d'autres qui peuvent, voilà, les GPS, tout ce qui émet des données de santé, le rythme cardiaque, etc., tout ce qui émet des images, bref, tout ce qui est connectable. Donc ces appareils-là ont vocation à émettre et recevoir des données. Donc, de ce fait, ces appareils-là ne seraient rien sans les réseaux. Donc le réseau, c'est un terme un petit peu, à mon avis, un peu archaïque, parce qu'on parle de réseau, c'est un héritage de l'époque où les réseaux étaient filaires, où donc c'était des câbles qui étaient reliés entre eux, qui donnaient cet aspect toile, donc réseau. Aujourd'hui, on devrait plutôt parler
grands bains ou d'atmosphère de connexion, peu importe, mais voilà, c'est plutôt quelque chose d'impalpable dans lequel tous ces appareils sont connectés. Et donc ces premiers éléments d'architecture, que sont les appareils d'une part et le réseau d'une autre, ça permet aux appareils d'échanger des données. On n'est qu'à ce stade-là pour l'instant. Donc un appareil peut en transmettre à l'autre, donc point à point, de l'un vers l'autre. Et puis il y a un autre élément de ce cadre que je veux positionner, que j'ai appelé espace de virtualisation. C'est un vrai apport d'Internet, en particulier du Web 2.0. C'est le fait qu'on a un espace dans lequel les données peuvent être récupérées, stockées, agrégées, assemblées, pour passer de l'état de données d'abord à l'état d'information, parce qu'elles ont du sens, parce qu'elles sont interprétables, et ensuite à l'état de connaissance, parce qu'elles sont capitalisées, qu'elles peuvent être réutilisées, qu'elles peuvent être agrégées, assemblées pour donner des choses plus évoluées, en particulier donner des historiques, de l'expérience, etc. Donc voilà le cadre de qu'est-ce que sont les nouvelles technologies du point de vue de nos travaux, sur lequel je vais m'appuyer pour essayer de faire la suite de cette présentation et de vous montrer un peu les travaux qui sont réalisés dans notre laboratoire. Alors, par rapport à ce cadre, il y a un certain nombre de questions que je voudrais présenter au préalable. D'abord, il y a un constat, c'est qu'aujourd'hui, je pense que personne ne va dire que l'utilisation des nouvelles technologies est en baisse. On utilise de plus en plus les nouvelles technologies, à nouveau de gré ou de force, mais c'est un constat. Maintenant, ce constat, il ne donne rien au niveau qualitatif, rien au niveau quantitatif. On n'est pas capable de savoir si on est face à une courbe exponentielle, ni même où est-ce qu'on en serait si c'était sur cette courbe exponentielle. On n'est pas capable de dire si c'est une droite, ni même si jamais cette utilisation des nouvelles technologies est en train de stagner et d'atteindre une limite qui fait qu'on n'ira pas au-delà parce qu'on sature, parce qu'on n'a pas les compétences, etc. Donc cette vision-là et cette impossibilité d'avoir une vision claire nous amène quand même devant une interrogation quant au futur. On ne sait pas ce que vont donner les utilisations des nouvelles technologies dans un futur même proche. Donc, ça m'amène à deux questions principales, les deux questions à partir desquelles vont s'articuler les éléments de présentation que je vais vous présenter ensuite. La première question, c'est est-ce que la recherche qui est réalisée, alors chez nous, mais chez d'autres aussi, mais est-ce que la recherche qui est réalisée, les résultats de ces travaux, est-ce qu'ils peuvent donner des inflexions, donner des indications sur les tendances et qu'est-ce que sera l'usage des technologies dans un avenir le plus proche possible? Et la deuxième question, c'est est-ce que ces perspectives d'utilisation et ce rôle qu'on s'attend à voir prendre par les nouvelles technologies, est-ce qu'on peut mesurer l'impact? Est-ce qu'on peut savoir si ça va être un impact positif, négatif? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? C'est une composante inhérente au fait de faire un peu de science, c'est de se poser la question des conséquences au niveau social. Donc je vais essayer de reprendre ces deux questions, en particulier la première, parce que je suis plus apte à répondre à la première vraiment qu'à la seconde. Et je vais reprendre ces questions, d'abord en me servant du cadre que je vous ai donné précédemment, c'est-à-dire le cadre avec les appareils, le réseau, et puis l'espace de virtualisation. Et je vais commencer par donner des exemples de ce que je pense que pourrait être l'utilisation des nouvelles technologies dans un avenir proche, selon l'expérience qu'on a et les résultats de recherche qu'on a aujourd'hui. Alors je vais commencer par un domaine particulier qui est la gestion de crise. Donc la gestion de crise, ça va de gérer un accident, un passage à niveau, jusqu'à gérer un tsunami ou un accident nucléaire, et bien d'autres évidemment. La gestion de crise, c'est globalement, on peut le schématiser, alors désolé de schématiser quelque chose qui est aussi grave, mais on peut le schématiser en disant c'est un certain nombre d'acteurs hétérogènes, donc ça peut être des ONG, les forces de l'ordre, les pompiers, l'armée, les volontaires, etc., qui sont amenés à interagir, en tout cas à agir de manière simultanée, pour essayer de résoudre la situation. Donc globalement, l'hypothèse de départ et le constat qu'on fait, c'est quand même que ces acteurs-là connaissent leur métier, ils savent faire. Ils partent sur le terrain avec un certain nombre de missions à réaliser et ils sont équipés et armés et formés pour réaliser ces missions. La problématique principale qu'on rencontre, c'est la coordination entre ces acteurs. C'est le fait qu'il n'y ait pas des acteurs qui fassent quelque chose qui est dommageable à l'action d'un autre.
Donc par rapport à ce constat, si je projette un peu la gestion de crise en essayant d'aller vers un avenir assez proche, et en utilisant les nouvelles technologies, on peut se dire, donc, imaginons l'occurrence d'une situation de crise, donc un accident quelconque. Donc on a une zone de crise quelque part, et cette zone, de fait, il se trouve un certain nombre de capteurs sur cette zone. Alors ça peut être des capteurs de température, ça peut être des capteurs du vent, de niveau de radiation, un certain nombre ou des caméras qui prennent des images, etc. Et puis on va évidemment avoir des gens qui, là j'ai représenté un rond rouge pour un pompier, un rond bleu pour un gendarme, qui vont être rapidement sur les lieux et qui vont être les premiers témoins de cette situation. Donc la présence de ces différents capteurs en particulier va permettre de transmettre un certain nombre de données initiales sur la situation. Aujourd'hui, c'est le rapport des premiers arrivants qui disent voilà, il y a 10 blessés, il y a une substance bizarre, ce genre d'informations-là. Donc ça, c'est une première idée, c'est de récupérer ces données-là par le biais de capteurs. Après, par rapport à la gestion de crise, il y a une notion importante, c'est la notion de cellule de crise, qui en général est déportée, dans laquelle on va retrouver des représentants de l'État, de la police, des pompiers, éventuellement des services techniques, éventuellement de l'armée, pourquoi pas, qui vont prendre la décision de déployer sur le terrain, donc déployer sur le théâtre de la zone de crise, un certain nombre de ressources, donc des pompiers, des gendarmes, avec leur mission, qui vont donc se retrouver sur le terrain et qui vont être là pour aller réaliser la résolution de la situation de crise. Donc ces acteurs-là, face à la situation de crise, vont pouvoir compléter les informations précédentes. Ils vont voir qu'il y a un certain nombre de victimes, qu'il y a, je ne sais pas, le risque d'effondrement d'un bâtiment, il y a un début d'incendie, voilà, tout un tas d'informations complémentaires qui doivent remonter à la cellule de crise, en tout cas qui doivent remonter aux organes décisionnels. Alors aujourd'hui, qui remontent avec les moyens qui existent, donc la radio, les téléphones et autres, qui peuvent remonter par le biais d'appareils connectés et qui peuvent transmettre les données relatives à la situation de crise afin de capitaliser dans l'espace de virtualisation le maximum de données pour avoir une photo fiable de la situation de crise, pour dire, voilà, on connaît les informations relatives à cette situation. On sait le nombre de blessés, on connaît leur localisation. On peut imaginer qu'on a positionné sur tous les blessés qu'on a rencontrés un petit équipement qui mesure la température, le rythme cardiaque, 2-3 informations vitales, et qui transmettent régulièrement leurs informations qui vont permettre d'avoir une réaction là-dessus. Ensuite, là où l'espace de virtualisation apporte vraiment quelque chose, c'est d'utiliser ces données qui ont été récoltées et d'utiliser aussi des données qui sont un héritage, c'est-à-dire des données qui sont déjà dans ces bases de connaissances, des données relatives sur les compétences des uns et des autres, que savent faire les pompiers, que savent faire les gendarmes, que savent faire le SAMU, etc., etc. Mais aussi des informations sur d'autres crises qui ont été gérées, des informations sur les volumes de ressources, de combien est-ce qu'on dispose, où sont-elles localisées d'après leur GPS, etc., etc. Parce que ces informations peuvent permettre, en manipulant cette connaissance, qui est composée à la fois de la connaissance qui était en place et à la fois de la connaissance qui a été reçue par le biais des données qui provenaient du terrain, peuvent permettre de proposer une solution. Alors on va se baser dans la connaissance qui est déjà en place. Il va y avoir aussi les plans. Les plans, vous connaissez les plans rouges, les plans hors sec, les plans blancs, ce genre de plans qui vont permettre de comparer les plans, les ressources, les données existantes et d'essayer de tirer de tout ça la meilleure coordination. L'idée, ce n'est pas d'aller expliquer aux acteurs ce qu'ils doivent faire, l'idée, c'est de donner la coordination de ces actions. Pour pouvoir transmettre ces éléments de coordination aux acteurs de la cellule de crise au travers de leurs outils, que eux vont ensuite donner comme consigne à leurs acteurs sur le terrain, à nouveau au travers des appareils connectés. Donc l'idée, c'est de permettre aux acteurs de la cellule de crise de piloter leurs acteurs terrain comme ils savent le faire, sans rien changer là-dessus, mais au travers des outils et en bénéficiant d'une vision globale que va apporter cet espace de virtualisation, à l'inverse d'une vision cloisonnée
qu'on peut risquer d'avoir en situation de crise entre des acteurs qui sont majoritairement humains. Et ce qui va se passer derrière, c'est que les acteurs qui sont sur le terrain vont réaliser les actions, a priori selon l'ordre et dans la séquence qui a été proposée par cet espace de virtualisation et qui leur a été transmis par la cellule de crise, et qu'en réalisant ça, à nouveau, on va avoir des données qui vont remonter du terrain. On va avoir le déplacement de tel blessé, on va avoir le feu est éteint, on va avoir un certain nombre de données complémentaires qui vont permettre à cet espace de virtualisation de contrôler que ce qui se passe sur le terrain est bien en accord avec ce qu'on attendait qu'il se passe. C'est-à-dire qu'on attendait que la situation de crise soit réduite. Et si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a évidemment une situation de crise par définition, c'est instable, si ce n'est pas le cas, on peut avoir à nouveau cet espace de virtualisation qui transmet des recommandations d'adaptation pour réussir à dévier et adapter le comportement qui était sur le terrain et donner de nouvelles consignes aux acteurs sur le terrain pour continuer à essayer de résoudre la situation de crise. Donc le principe qui est là, c'est un principe qui est très proche de notre façon de fonctionner à nous humains, c'est de dire, je recueille l'information que j'ai sur la situation de crise, je l'associe à la connaissance que j'ai sur les situations de crise en général, c'est-à-dire les plans, c'est-à-dire les compétences des uns et des autres, et je déduis la meilleure réaction par rapport à cette situation. Et cette meilleure réaction, ça va être la coordination des différents acteurs. Ensuite, par le biais de ces données que je transmets aux uns et aux autres, je l'orchestre comme un chef d'orchestre, je demande aux uns et aux autres de réaliser leurs actions dans un ordre qui va être le plus performant et le plus adapté à la situation considérée. Et en plus de faire ce pilotage de la situation de crise, je vais aussi en faire une surveillance. Je vais aussi recevoir les informations qui sont relatives au déroulement de ma coordination pour éventuellement détecter les moments où on est en train de diverger et où il y a une différence entre ce qui est en train de se passer sur le terrain et ce qu'on espérait qu'il allait se passer, pour s'adapter le plus vite possible. Donc voilà pour un premier exemple. Je vais donner un deuxième exemple qui est plus lié à la vie quotidienne, à nouveau toujours sur la même structure, avec le réseau, les appareils et puis l'espace de virtualisation. Donc on va prendre une personne quelconque qui se rend tous les matins à son travail par un trajet prédéterminé, où il prend la voiture, le métro, le tram, puis le bus, chacun a la chance qu'il peut, et utilise ces différents modes de transport selon une séquence prédéterminée pour aller tous les matins et rentrer tous les soirs. Donc cette personne qui est dépositaire d'un appareil à nouveau connecté va préciser que cette action-là a lieu entre 7h30 et 9h le matin et entre 17h30 et 19h le soir. Et donc, par le biais d'une application, d'un site internet, peu importe, cette information va être transmise et va être capitalisée. Cette personne-là prend ces transports-là entre 7h30 et 9h le matin et entre 17h30 et 19h le soir. Donc c'est cette information-là qui va être recueillie. Et lorsque cet utilisateur va ensuite prendre sa voiture pour faire son premier tronçon, imaginons qu'il se passe un problème sur une ligne de tram. Voilà, la ligne est interrompue pour une raison X ou Y. Eh bien, cette interruption par le biais des différents capteurs et outils qui existent sur le véhicule, ou simplement par une transmission par le chauffeur, va être transmise tout d'abord à l'exploitant de la ligne de tram, donc la régie quelconque qui gère les trams, pour être ensuite à nouveau capitalisée. Donc on a déjà deux informations qui sont montées, monsieur machin prend le bus, le métro, et le tram de cette ligne-là, et cette ligne de tram est interrompue. Donc on n'a pas qu'un seul exploitant, on a tout un tas d'exploitants de réseaux de transport. On peut avoir une régie de bus, la régie des métros, ceux qui s'occupent des pistes cyclables, la régie des trams, la régie des bus, et puis des bus, et puis les exploitants du réseau routier. Et le système peut, parce qu'il connaît les ressources, parce qu'il a des informations sur les ressources des uns et des autres, parce qu'il a des informations sur la correspondance entre les lignes de transport, peut proposer, là dans ce cas-là il a envoyé deux informations, une à la régie des bus et une à la régie des taxis, en leur disant est-ce que vous pourriez mettre en place un certain nombre de taxis ou un certain nombre de bus pour pallier cette défaillance de la ligne de tram.
Donc là, dans ce scénario-là, la régie des taxis refuse, mais la régie des bus accepte et va mettre en place un bus à cet endroit-là. Donc ça, c'est une première idée, c'est de fait de mutualiser pour assurer ce qu'on appelle la continuité intermodale, donc c'est-à-dire la continuité du réseau de transport, en fait du réseau de transport, pour faire en sorte que l'interruption d'un réseau puisse être compensée par un autre réseau. Et qu'on ne reste pas assis dans son métro à entendre interruption pour une durée indéterminée. Nous vous tenons au courant. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour notre travailleur du matin? Alors, le système, cet espace de virtualisation va corréler le fait que cette personne-là a été concernée par cette ligne de tram, qu'on est dans la fourchette horaire qui la concerne aussi, et du coup, va l'informer via son smartphone ou via n'importe quelle application qu'il ne pourra pas prendre son tram, mais qu'il y a un bus qui est à tel arrêt, qui porte le numéro de temps et qui fera le trajet à la place du tram. Et donc notre voyageur va prendre normalement son métro. Voilà. Le métro ne va pas trop vite, c'est le matin. Ensuite, il va prendre ce bus, donc il y a une adaptation, mais il est prévenu. Il le savait, il prend ce bus va l'amener jusqu'à son autre bus, et ce dernier bus va l'amener aux joies au travail. Donc ce qu'on montre avec cet exemple-là, cette illustration-là, c'est des choses relativement courantes. Il n'y a pas de surprise. C'est des choses... J'y reviendrai. Bon. Donc, ce qu'on montre, c'est d'une part que ce genre de système permet la mutualisation de l'information, et ne serait-ce que de proposer aux différents exploitants de compenser les défaillances de l'un ou de l'autre, c'est déjà un point qui n'existe pas ou peu aujourd'hui, si ce n'est en direct, si ce n'est le responsable de la régie qui en appelle un autre. Et l'autre point, c'est l'information de l'utilisateur. Et ça aussi, ça n'existe pas sur l'aspect intermodal. Aujourd'hui, vous avez éventuellement une application pour une régie, vous avez l'application RATP ou l'application pour telle régie de bus. Donc vous pouvez être informé des retards, vous pouvez être informé de ces choses, mais pas sur un aspect intermodal et pas sur l'adaptation. On ne va pas vous dire, il y a eu tel bus qui a été mis en place pour compenser la défaillance de tel réseau de tram. Donc, l'exemple qui était impatient d'arriver. Le troisième, donc un exemple sur un écosystème industriel, cette fois. Donc on a un ensemble d'organisations, d'entreprises. Donc on a à gauche une grosse entreprise, un donneur d'ordre fabricant d'avions anonymes, par exemple, et 5 petites entreprises donc, qui sont des sous-traitants qui travaillent généralement avec ce donneur d'ordre. Via les systèmes d'information, les systèmes informatiques de cette entreprise, on peut émettre un besoin. On a besoin d'une aile de telle taille, de telle forme, un prototype quelconque. Le système, sur la base de cette information, mais aussi de la connaissance, toujours la connaissance qui est emmagasinée, qui connaît les compétences des uns et des autres, des entreprises, qui connaît éventuellement leur prix, leur qualité en termes de respect des délais, etc., va pouvoir définir un réseau collaboratif qui pourrait répondre à cette demande et va pouvoir les en informer. Leur dire, voilà, si ça vous intéresse, s'il y a cette demande-là, vous pourriez correspondre. Et à ce moment-là, sur la base de leurs compétences et de l'objectif qui était de répondre aux besoins de fabriquer le prototype d'aile, on va pouvoir demander aux uns et aux autres de faire certaines actions, de transmettre les plans de l'entreprise 1 vers l'entreprise 2, puis de transmettre de l'entreprise 2 vers l'entreprise 3 les matières premières, puis de l'entreprise 3 vers l'entreprise 4 l'aile construite, et puis de transmettre de l'entreprise 4 vers l'entreprise 5 l'aile en finition pour qu'elle soit peinte dans l'entreprise 5 qui va ensuite la transmettre à la grande entreprise qui va confirmer la... Donc on a vu les petites étoiles rouges à chaque fois, c'est les données d'acquittement, c'est des données qui sont importantes, qui permettent de savoir que les opérations ont bien été réalisées et que cet espace de virtualisation sache où on en est dans le déroulement de la séquence, de la coordination des actions des différents acteurs.
Donc cet exemple-là, c'est un exemple relativement important aussi parce que le fait de pouvoir travailler ensemble pour les entreprises, c'est évidemment une nécessité. Aujourd'hui, dans un espace qui est extrêmement dynamique et où la collaboration et la capacité à saisir les opportunités est super importante. Donc pourtant, la capacité de collaboration des entreprises est relativement faible. C'est pas un truc qui est facile de collaborer avec différents acteurs pour plein de raisons, parce qu'on va se retrouver face à une hétérogénéité culturelle, une hétérogénéité technique. Il suffit qu'il y en ait un qui ait fait les plans avec AutoCAD pour que l'autre ne puisse pas les lire avec CATIA, donc, qui sont des logiciels de CAO différents. Et donc on a la nécessité non seulement de coordonner, qu'on retrouve comme dans la gestion de crise, de coordonner pour dire il faut faire ça, ça, ça. Là, la séquence d'action était très simple. Il fallait définir les plans, envoyer les matières premières, mais on peut avoir des séquences beaucoup plus évoluées, surtout quand il y a des normes et des normes qualité à respecter. Donc on peut avoir des choses beaucoup plus évoluées à prendre en charge. Et le fait qu'un système joue le rôle d'un orgue de barbarie qui va jouer la partition en demandant aux uns et aux autres de réaliser les actions les unes après les autres, c'est un vrai atout pour cet aspect coordination. Et le fait que ce soit un système informatique qui puisse prendre en charge la traduction des données d'un système vers un autre, pour assurer que le fichier qui est reçu par l'entreprise B en venant de l'entreprise A est bien au format qui va bien et qu'on va savoir le lire, c'est aussi une vraie valeur ajoutée qui aujourd'hui plombe beaucoup la collaboration d'entreprise. Donc ces trois exemples, qui sont des projections à court terme un peu naïves, mais pour donner les grands principes, sont tous issus de l'avancée de nos travaux de recherche et de la façon dont on conçoit l'utilisation à la fois des nouvelles technologies, mais également l'approche de comment permettre aux entreprises, aux organisations, quelles qu'elles soient, de travailler ensemble le mieux possible, en particulier à travers leur système informatique. Donc là, pour illustrer ces perspectives, pour donner un peu de fond, je vais vous parler un petit peu plus de nos activités de recherche et de comment est-ce qu'on fait pour prendre en charge ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau de ces exemples. Alors, nos travaux s'organisent en quatre phases. La première phase, c'est la caractérisation d'une situation. Ça veut dire faire une photo la plus fidèle possible d'une situation où on a un certain nombre d'acteurs et où on veut avoir le maximum d'informations et de connaissances sur qu'est-ce qu'ils veulent faire ensemble, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils savent faire, etc. Ça nous permet de construire donc une photo instantanée. Ensuite, on a une deuxième couche, c'est la déduction d'une dynamique collective, où sur la base des informations qu'on a recueillies au niveau de la première couche, on va confronter cette connaissance qu'on a recueillie à une connaissance capitalisée, donc une connaissance dont on dispose. Donc c'était les plans quand je parlais de gestion de crise, c'était les normes quand je parlais de collaboration d'organisation. Et on va essayer, sur la base de cette confrontation, de faire émerger le meilleur schéma collaboratif, donc la meilleure séquence de tâches, à qui de faire quoi, dans quel ordre, pour essayer de répondre à la situation qu'on a caractérisée au niveau précédent. Ensuite, il y a une troisième couche, qui est la couche d'informatisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a caractérisé, qu'on a déduit le bon comportement, qu'on a dit, ben voilà, si vous voulez travailler ensemble, il faut que vous fassiez ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ça n'a pas encore permis de le mettre en place au niveau informatique. Ça n'a pas encore permis qu'il y ait une fenêtre qui s'allume sur le smartphone du pompier qui lui dit c'est le moment d'aller évacuer les blessés qui sont à tel endroit. Ça n'a pas encore permis que l'entreprise B reçoive le message qu'il faut qu'elle envoie telle quantité de matières premières à l'entreprise A, etc. Donc c'est cette partie-là d'informatisation qui concerne cette troisième couche. Et puis on a une dernière, c'est la couche de l'orchestration. C'est-à-dire qu'on a caractérisé, déduit, informatisé, et maintenant il faut l'exécuter. C'est le moment où il faut faire tourner la manivelle de l'orgue de barbarie et envoyer les informations aux uns et aux autres, au système informatique des uns et des autres, pour que ce qui se passe soit la juste réponse
à la caractérisation, à la situation qui a été caractérisée, selon la dynamique collective qui a été déduite, en utilisant l'informatisation qui a été déployée. Et puis, il y a autre chose qui s'ajoute à ces 4 couches de nos travaux de recherche, c'est qu'une situation, par exemple une situation de crise, mais une situation collaborative dans l'entreprise, ça marche pareil, globalement, c'est instable. Ça veut dire que la situation peut changer. C'est-à-dire qu'un tsunami, où il fallait évacuer des gens et puis construire des digues, etc., peut se transformer assez vite en une crise nucléaire. Et donc, dans ce cas-là, il faut pouvoir, au cours de l'orchestration, le détecter. Il faut pouvoir revenir à la caractérisation de la situation pour faire les ajustements et les modifications qui vont nous permettre d'adapter le comportement. Mais parfois, même si la situation n'a pas changé, on peut avoir des ressources en plus, ou des ressources en moins, ou bien une ressource indisponible, etc., qui font que la situation, c'est toujours la même, mais la dynamique collective, c'est plus la même. Il faut changer, il faut faire quelque chose à quelqu'un d'autre, il faut pouvoir revenir à ce niveau-là. Et puis enfin, on peut avoir la situation qui n'a pas changé, les ressources qui vont bien, les acteurs sont les mêmes, mais on peut avoir quelque chose qui s'est mal passé au moment de la transmission d'une donnée. Elle n'a pas été reçue par le bon destinataire, elle a juste... ou quelque chose s'est mal passé, peu importe, mais on a perdu... Ce n'est pas la peine de continuer dans le déroulement de notre dynamique collective. Il y a un maillon qui a été faussé. Il faut revenir pour modifier l'informatisation. Ça peut être tout simplement un logiciel qui ne fonctionne plus. Donc voilà globalement, cette fois, l'architecture de nos travaux de recherche qui apporte des éléments qui me permettent de vous présenter les 3 exemples que je vous ai présentés au préalable. Alors je vais essayer de vous donner quelques compléments sur les différents niveaux. D'abord, les 2 premiers. Comment est-ce qu'on fait pour, à partir de la caractérisation d'une situation, proposer une dynamique collective? Parce que, globalement, c'est un tour de magie. Je vous dis, on donne les informations sur une situation, et puis, hop, on déduit que c'est ça qu'il faut faire dans tel ordre. Alors, globalement, le principe, donc on a toujours tous nos appareils connectés qui vont transmettre de l'information et des données sur la situation, et ces données sur la situation, ça donne une connaissance informelle. C'est la photo dont on dispose sur la situation concernée. Que ce soit à nouveau une situation de crise ou que ce soit un certain nombre de sous-traitants qui veulent travailler ensemble pour fournir un prototype d'aile, peu importe, on a un certain nombre d'informations informelles. Et puis, parallèlement à ça, on va avoir des concepts généraux sur la situation collaborative. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est un tableau vide, mais dont les colonnes ont des noms. Alors par exemple, pour une situation collaborative, on dit c'est important de connaître les objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent faire ensemble? Soigner les blessés, éteindre les feux, ou bien ils veulent fabriquer une aile et la livrer à tel prix, dans tel délai. Voilà, c'est les objectifs. C'est les partenaires. Qui sont les acteurs qui sont là? Combien on a d'acteurs? Qu'est-ce qu'ils savent faire? Et donc, qu'est-ce qu'ils savent faire? Ce sont les capacités, typiquement. Donc on va avoir ces colonnes-là, et tout l'objectif initial, la caractérisation, c'est de faire rentrer la connaissance informelle qu'on a reçue sous la forme de données dans le tableau qui était préétabli. Et donc de peupler, de remplir ce tableau avec la connaissance qu'on a reçue. Et donc on va se retrouver avec un tableau cette fois rempli, dans lequel on va avoir un objectif, par exemple, l'objectif c'est vendre un produit, un certain nombre d'acteurs, de partenaires, donc une entreprise, une institution, et puis un certain nombre de capacités comme négocier un tarif, ou dessiner une pièce, un plan. Et puis on va avoir autre chose, c'est la connaissance qui était stockée, la connaissance qui était déjà en place. Je vous avais parlé tout à l'heure qu'il y avait 2 connaissances, la connaissance qu'on recueille et la connaissance qui est stockée et qu'on va comparer les 2. Ben, une partie de la connaissance qui est stockée, en gros, ce sont des tableaux déjà remplis. Donc ce sont des tableaux d'autres situations collaboratives avec les mêmes colonnes, mais déjà remplis. Donc si le premier, si ce qu'on a construit en vert, c'était une photo de la situation, là, dans ce cylindre jaune, on a un album photo de plein de situations antérieures. Ces bases de connaissances, on en trouve beaucoup sur Internet, enfin on en trouve sur Internet des bases de connaissances qui contiennent des centaines, voire des milliers d'éléments qui caractérisent une situation et qui disent, voilà, dans un objectif collaboratif à 3 partenaires pour construire ça, on avait, voilà les actions de chacun, voilà les objectifs globaux, etc. Donc on peut avoir un certain nombre d'instances comme
Là, j'ai un objectif de commercialiser, une activité de concevoir un produit, une capacité à discuter un contrat, etc., etc. Donc ce sont des tableaux similaires à celui qu'on vient de faire pour notre situation, mais qui sont remplis. Et l'enjeu, ça va être d'essayer de mettre en relation, en fait, ça va être de chercher des analogies, de chercher en quoi est-ce que notre situation, certains de ces éléments ressemblent à des situations, à des éléments d'une autre situation qu'on a déjà connue, ou à plusieurs éléments de plusieurs situations différentes. On va ainsi pouvoir se dire, par exemple, vendre un produit, c'est pas si loin que ça de commercialiser. Négocier un tarif, c'est pas très loin de discuter un contrat. Vendre un produit, non, dessiner un plan, c'est pas très loin de concevoir un produit. Donc on va chercher des analogies comme ça. Et le fait de construire ces analogies, ça va nous permettre de dire, puisque pour résoudre cette situation-là, avec cet objectif-là, et en utilisant les capacités de ces acteurs-là, on avait fait comme ça, on va essayer de copier un peu et de faire des solutions hybrides qui vont reprendre, qui vont s'inspirer. Donc on va dire pour vendre un produit, il faut d'abord que l'institution 2 négocie le tarif et ensuite que l'entreprise 1 dessine le plan, voilà, pour cet exemple simpliste. Mais l'idée vraiment, c'est de dire que si jamais, l'analogie que je peux faire, c'est que si vous êtes un bon tennisman et que vous avez l'habitude avec une raquette de tennis de taper dans une balle, le jour où on vous donne une raquette de squash et une balle de squash, c'est pas la même chose, mais vous allez faire appel au même mécanisme pour finalement pas être ridicule par rapport à un novice. C'est la même chose, on va dire, c'est ok, c'est pas exactement les mêmes compétences, c'est pas exactement les mêmes acteurs, c'est pas exactement les mêmes objectifs, mais je retrouve des choses et en fonctionnant par proximité, par similarité, je vais réussir à faire une proposition de quelque chose qui est pas sorti du chapeau, qui est juste inspiré de ce qui existe. Donc au final, on avait une connaissance informelle, un tableau vide, un album photo de plein de situations antérieures, et on propose de générer le plan, si vous voulez, le séquencement des actions que chaque acteur doit réaliser pour répondre à la situation telle qu'elle a été caractérisée. Alors comment est-ce que... Alors, on représente ça souvent sous ce genre de forme-là, où on a les bandes rouges sont les différents acteurs, donc ça peut être les pompiers, la gendarmerie, etc., ou bien l'entreprise A, l'institution 2, etc. Et puis la bande bleue, c'est la partition, c'est ce que l'espace de virtualisation va devoir exécuter, c'est ce qui va passer dans l'orgue de barbarie. Et si on le lit de gauche à droite, on voit qu'il y a un enchaînement d'actions, certaines en série, d'autres en parallèle, et qu'à chaque fois, on fait appel à un acteur pour réaliser une action. Et les flèches qui vont du bleu vers le rouge vont correspondre à l'envoi de messages et à la réception de messages dans un sens ou dans l'autre. Donc ça illustre la première partie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on déduit la dynamique collective pour répondre à une situation. Et puis je vais aussi essayer d'illustrer un peu la deuxième partie, c'est-à-dire une fois qu'on a ce genre de plan de séquencement des activités, comment est-ce qu'on l'informatise ? Comment est-ce qu'on transforme ces activités-là en quelque chose d'informatisable? Donc, basé sur ces technologies numériques. Je repars de ce modèle, de ce séquencement d'actions, de cette liste de tâches ordonnées dans le temps. Et puis, à nouveau, je vais devoir me baser sur la connaissance emmagasinée, à nouveau sur la connaissance qui existe dans cet espace de virtualisation. C'est pour ça que je vous dis que dans cet espace-là, il faut qu'il y ait de la connaissance qui soit stable et sur laquelle on puisse se baser. Donc le premier cylindre, le cylindre blanc, il contient les concepts liés au domaine. C'est évident que le vocabulaire qu'on utilise dans la gestion de crise, ce n'est pas le même que celui qu'on utilise dans la collaboration entre entreprises en général, ni dans la logistique, ni dans le domaine de la santé, etc. Donc il y a un vocabulaire particulier, et pire, des fois, il y a même le même vocabulaire qui ne veut pas dire la même chose. Donc, on va utiliser ce vocabulaire-là pour annoter et pour commenter les éléments qui sont dans notre modèle, enfin dans notre séquence, en disant cette activité-là, ça concerne un incendie, ça concerne l'action de l'éteindre, voilà, pour se baser sur un vocabulaire commun. Dans le cylindre jaune, j'ai les applications informatiques de mes acteurs. C'est-à-dire j'ai les logiciels qu'ils ont sur leurs ordinateurs, les applications qu'ils ont sur leur smartphone, en tout cas sur la partie professionnelle, etc., etc.
Et donc, je vais faire la même manœuvre. C'est-à-dire que je vais annoter, je vais commenter, mettre des mots-clés associés à ces différentes applications, ces différents éléments logiciels. Donc, je vais me retrouver avec toutes les tâches de tous mes acteurs dans les bandes rouges, là, qui se retrouvent avec un certain nombre de mots-clés associés. Et même chose pour les applications chez les acteurs. Donc ça, c'est un mécanisme qui nous permet de se baser sur un langage pivot, qui est les différents concepts du domaine considéré, et qui va nous permettre de trouver comment est-ce que, pour réaliser les différentes tâches qu'on devait faire, chaque acteur va devoir utiliser ces différentes applications informatiques. Donc là, ça nous permet de savoir à quel logiciel de quel acteur il va falloir faire appel pour réaliser les tâches qui ont été déduites selon le séquencement aux étapes précédentes. Mais ça, ce n'est pas suffisant, parce que ce n'est pas parce que je sais à quelle application logicielle ou à quel système informatique il faut que je fasse appel, que c'est pas parce que je sais dans quel ordre je dois le faire que je sais quelles données je dois leur transmettre. Tout simplement parce que la donnée qui sort de l'un, elle est peut-être un format qui ne va pas à l'autre. Même si c'est la bonne nature, je peux très bien avoir le plan d'une pièce qui sort dans un format X et qui doit être transmis à un autre qui va l'usiner, et cette fois, elle doit être dans un autre format Y, un autre format de fichier, par exemple. Donc il va falloir me baser sur une autre base de connaissances, décidément. Et cette base de connaissances, cette fois, c'est une base qui contient essentiellement des règles de correspondance et qui va nous permettre de voir que si jamais j'ai une donnée qui sort en inch et si jamais j'ai un utilisateur qui en a besoin en centimètres, il va falloir que j'utilise une règle de correspondance de 52 quelque chose qui va me permettre de faire cette correspondance. Alors cet exemple est simple, mais on va avoir des règles de transformation de données qui vont être emmagasinées, qui vont nous permettre de détecter qu'à droite, on a besoin des données dans tel format, à gauche, dans tel autre format, et bien on va mettre un traducteur au milieu qui va utiliser cette règle de conversion, et on va pouvoir positionner un traducteur avant chaque acteur pour que la donnée qui sorte lui soit transmise au bon format. Et à l'issue de ça, j'obtiens ce qui est obtenu à gauche, là, c'est-à-dire mon séquencement de tâches, mais où cette fois les tâches sont des applications informatiques. Je sais qu'il faut que j'envoie sur telle application du smartphone de machin telle donnée, puis que j'envoie sur le logiciel, tel logiciel de tel ordinateur de telle entreprise cette donnée, etc., etc. Et qu'en plus, j'ai les bons traducteurs au milieu qui vont convertir les données au bon format. Et puis, donc je vais parler maintenant, donc ça c'était pour la couche du milieu, et puis la dernière couche, c'est la couche de l'adaptation, de l'agilité, c'est-à-dire le niveau qui va faire en sorte que le système reste adapté. Donc comment est-ce le principe pour cette adaptation, enfin pour cette agilité, c'est juste de dire que si jamais on détecte, comme je viens de vous présenter un peu rapidement une chaîne qui part de « dites-moi qui vous êtes, est-ce que vous voulez faire ensemble ?» et je vais vous dire dans quel ordre il faut faire les choses, mais je vais également vous dire, je vais également l'orchestrer entre vos systèmes informatiques, ben, l'agilité, ça va juste être de détecter quand est-ce qu'on a un problème pour pouvoir revenir au bon niveau de cette chaîne d'outils. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Donc d'abord, pour notre vision de l'agilité, c'est de dire que l'agilité, c'est la détection plus l'adaptation le plus vite possible. En gros, si jamais je dois éviter une gifle, ce qui m'arrive rarement, mais si jamais je dois éviter une gifle, il faut que je la voie venir et il faut que j'ai la souplesse et les muscles nécessaires pour faire le mouvement. Et le tout le plus vite possible. Si je la vois venir et que je ne suis pas souple et pas musclé, je vais quand même la prendre. Si je suis souple et musclé et que je ne la vois pas venir, je vais la prendre aussi. Et si je la vois venir et que je suis souple mais que je ne le fais pas assez vite, je vais la prendre aussi. Donc, pour cette question d'agilité, ce qu'on va essayer de faire, c'est... L'objectif, ça va surtout être de détecter le problème, de détecter le moment où ce qu'on est en train de faire ne correspond plus à ce qu'on avait planifié initialement. Parce qu'une fois que je vais l'avoir détecté, je vais pouvoir refaire appel aux éléments précédents. Alors, comment est-ce qu'on va faire cette détection? On va tout d'abord commencer par avoir
une photo de la situation au moment où on commence à réaliser, photo initiale avec un E, au moment où on commence à réaliser les différentes, le séquencement des différentes tâches. Et puis cette photo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dupliquer. C'est à nouveau très proche d'un fonctionnement humain. Si jamais moi je dois monter un meuble, globalement je commence à monter ce meuble, je suis les étapes de la notice. Si à la 4e étape, l'image du meuble qui est là n'a rien à voir avec l'image du meuble qui est là, c'est pas la peine que je passe à l'étape 5. Globalement, il y a un problème, il faut que je fasse autre chose. Donc là, on va appliquer le même principe, c'est-à-dire que cette photo initiale, je vais la dupliquer, je vais en obtenir 2, et la première, je vais la mettre à jour en fonction des informations que je crois être ce qui se passe, et la deuxième en fonction des informations qui sont celles qui me viennent du terrain. Ça va me permettre d'avoir 2 photos qui évoluent et de voir de quelle façon est-ce qu'elles diffèrent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir les informations qui viennent de mon orchestration, qui me disent telle tâche est terminée, telle tâche est démarrée. Je vais les utiliser pour mettre à jour la photo attendue. Puisque le SAMU me dit qu'il a évacué les blessés, j'estime qu'il n'y a plus de blessés sur le terrain. Je prends ma photo attendue et j'efface les blessés. Mais dans le même temps, si jamais j'ai un pompier sur le terrain ou un capteur qui me dit « il reste un blessé parce que le bus il faisait que 9 places, il y en avait 10, on l'évacuera plus tard », ben, sur ma photo terrain, je vais en laisser un. Et ça va être une première différence, une première divergence. Puis je peux avoir comme ça d'autres choses. Je peux jeter quelques tonnes d'eau sur un réacteur nucléaire japonais anonyme à nouveau et me dire, bah, ça y est, on a jeté les tonnes d'eau, donc le réacteur est refroidi, et puis que les capteurs, donc ça c'est dans ma photo attendue, alors que dans ma photo terrain, les capteurs me disent que le réacteur est toujours un petit peu chaud. Donc à nouveau une divergence. Et donc mon objectif, c'est de regarder de quelle façon est-ce que mes 2 modèles s'écartent ou restent proches, pour détecter le moment où ils s'écartent de manière significative et interrompre ce que je suis en train de faire. Me dire, bon, c'est plus la peine de continuer à réaliser cette séquence d'actions que j'avais planifiée derrière, il faut que je fasse autre chose. Il faut que je recommence à caractériser ma situation, ou bien il faut que je recommence à déduire ma séquence de tâches, ou bien que je refasse l'informatisation, peu importe, mais il faut que je fasse quelque chose. Donc voilà pour cette vision. Donc après les 3 exemples, voilà cette vision en 3 niveaux globalement de nos activités de recherche qui nous permettent d'imaginer qu'un avenir proche rendra les 3 exemples que je vous ai présentés réels et concrets. Maintenant, je vais venir un peu sur l'impact social. Alors, ce n'est pas mon métier, donc je vais quand même donner quelques idées. Le premier point, c'est que... non. Si. Le premier point, c'est que quand on discute de ces travaux-là, globalement, on entend soit ça va vers un monde numérique assez idyllique, soit c'est la concrétisation de Big Brother, on vous l'avait bien dit. J'ai pas vraiment, pour commencer, j'ai pas vraiment de réponse à donner à cette remarque-là, si ce n'est que, globalement, nous, on y voit un intérêt social, on se dit que ça peut apporter, voilà, dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, dans notre vie domestique, dans la gestion de crise, dans notre quotidien, etc. Ça peut apporter quelque chose. Laissons aux légistes le travail de voir où sont les limites, en particulier pour tout ce qui est vie privée. Donc ça, c'est le premier point. Après, je vais vous donner quelques éléments qu'on entend assez souvent. Le premier, c'est la dépendance à la machine. C'est-à-dire que lorsqu'on présente ces outils de gestion de crise, où on voit que les informations sont capitalisées, puis l'orchestration peut être à la charge de la machine, l'orchestration, hein, pas la décision. Souvent, on entend dire, je fais cette parenthèse-là, l'orchestration, pas la décision, parce que c'est quelque chose qui est parfois compliqué. C'est pas parce que je mets un moteur dans la voiture à pédale que c'est plus moi qui conduis. C'est ça le fond de ce qu'on essaye de faire. Mais du coup, on entend aussi la dépendance à la machine, c'est-à-dire oui, mais si ça tombe en panne. D'abord, si ça tombe en panne, on reviendra à ce qu'on savait faire, mais également, c'est quelque chose c'est pas un argument si ça tombe en panne. Je suis assez content que les pompiers, au début du XXe siècle, n'aient pas dit on reste avec les chevaux parce que les camions peuvent tomber en panne et qu'ils ne viennent pas aujourd'hui éteindre les feux en
en calèche. L'autre argument qu'on entend, c'est vous proposez quand même beaucoup de remplacer l'homme par la machine. Oui, heureusement, globalement, et c'est surtout partout où son humanité n'est pas nécessaire, c'est-à-dire partout où on n'a pas besoin du fait que ce soit un être humain. Et je prends un exemple que je donne assez souvent en cours, donc désolé pour vous, vous l'avez entendu, si vous étiez en cours. Il y a quelques mois encore, quand on voulait prendre un jour de congé à l'école des mines, il fallait qu'on prenne une feuille, qu'on remplisse le haut, le bas, qui était la même chose, puis ensuite que la secrétaire du centre fasse signer au directeur du centre, qui disait oui, pour cette date, c'est bon, j'ai pas besoin de lui. Ensuite, on montait au RH. Les RH regardaient, est-ce qu'il demande 2 jours, il me reste 9, c'est bon, 9 est plus grand que 2. Donc c'est accordé, et puis on découpait la feuille, et puis la feuille revenait dans mon casier quand je rentrais de vacances, donc j'avais bien le droit de partir en vacances. Et dans tout ce processus-là, globalement, il y avait assez peu de tâches qui nécessitaient l'humanité. Que moi je choisisse mes jours de congé, oui. Que mon chef, que le directeur du centre valide et dise oui, ce jour-là, il peut être disponible, oui. Mais après, le reste, non. Que 9 est plus grand que 2, transporter la feuille jusque là-haut. Voilà. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de remplacer l'humain par la machine sur ces tâches-là, pas là où il y a besoin de décision. Un autre point, c'est la virtualisation des relations. C'est le fait que les jeunes, y compris en cours, sont sur leur smartphone en permanence et qu'ils ont une vie virtuelle et qu'ils sont, ça va avec le point suivant, qui sont aussi, on parle d'homo connectus, donc qui sont toujours connectés, etc. Je n'ai pas d'autre argument à donner aussi que c'est une évolution et c'est la contrepartie, donc ça dépend d'une éducation et d'une discipline qui est qu'on a toujours entendu quand les premiers téléphones portables sont arrivés, quand les premiers téléphones c'était pareil, voilà, à chaque fois, ah oui, mais je ne veux pas être dépendant, et puis je ne veux pas être esclave. Ben, ne le sois pas alors, et puis continuons à progresser. Puis le dernier point qui, à mon avis, n'est pas négligeable, c'est la dangerosité des réseaux. Mais là, je n'ai pas de culture, mais je veux le citer quand même. C'est, est-ce que les ondes qui nous entourent, qui ont transformé ce réseau filaire en un grand bain de connexion, ont une dangerosité pour la santé? C'est probable. C'est à nouveau le rôle du légiste que de prendre les mesures qui vont bien et de faire les enquêtes qui sont nécessaires. Je voudrais, pour conclure, ce que j'ai essayé de faire là, c'est de parler un peu de la trajectoire de notre société par rapport au domaine des nouvelles technologies, de voir quelle trajectoire on suit, et puis de positionner sur cette trajectoire un certain nombre d'avancées ou de résultats de recherche pour voir en quoi est-ce que ces avancées vont infléchir ou diriger la suite de la trajectoire. Et donc, ça m'amène à un point sur l'innovation. L'idée, c'est quand même que innover, c'est la capacité à se projeter sur cette trajectoire et à la rencontrer un peu plus loin, et à se dire, cette trajectoire, d'après la façon dont je la vois, on devrait être par ici dans quelques années, et c'est ça qu'il faut faire comme produit. Et puis il y a une autre chose quand même que je ne maîtrise pas dans cette présentation, puisqu'on était plutôt sur de la recherche appliquée et pas de la recherche fondamentale, c'est qu'il peut y avoir des résultats fondamentaux qui viennent modifier cette trajectoire et qui sont une autre façon d'innover, c'est d'apporter quelque chose qui n'est pas prévisible, mais qui va modifier fortement cette trajectoire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je voudrais rappeler que c'était un travail collectif qui relève de nombreux doctorants et collègues. Et donc voilà, je suis disponible si vous avez des questions sur... Vous avez vu vos noms, alors vous rigolez? Voilà, merci beaucoup. Je m'écarte parce que je vois les têtes de personnes. Donc, si quelqu'un venait à lever la main, je ne le verrais pas. À la fin, vous vendez quelque chose à la fin de votre prochaine?
Est-ce qu'on vend quelque chose? Alors c'est une bonne question parce que, donc évidemment, nous, on ne vend rien. On essaie juste de diffuser nos résultats. Mais a priori, on a quand même des étudiants qui croient suffisamment dans ce qu'on fait pour monter une société sur la base de ces résultats-là. Donc ce n'était pas un numéro prévu, mais je vous remercie pour cette question. On a effectivement un spin-off, comme on dit, une start-up qui se monte pour industrialiser ces résultats qui restent des résultats de recherche, donc qui sont instables, qui sont parfois dans une impasse, mais pour industrialiser ces résultats-là, en particulier sur la collaboration d'organisation. Merci. Alors, une concurrence, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est dans la recherche, c'est plutôt, on va dire, une complémentarité. Mais sur cette notion d'interopérabilité, d'organisation, de collaboration, il existe à l'échelle européenne un réseau qui s'appelle l'Interop VLab, qui est un laboratoire virtuel qui regroupe, alors il est organisé en pôles, donc c'est des pôles qui sont plutôt nationaux. Il y a 1 ou 2 pôles en France, il y a des pôles en Espagne, au Portugal, en Italie, il y en a en Chine, il y en a dans le nord de l'Europe, en Angleterre, en Allemagne. Donc ils regroupent des laboratoires de recherche et les industriels qui sont intéressés par cette thématique. Et donc, oui, on travaille globalement en concurrence, mais quand même tous les ans, il y a une conférence qui est organisée, enfin tous les 2 ans il y en a une et tous les 2 ans il y en a une autre. Elles sont en quinconce, des conférences organisées par ce réseau-là pour échanger sur nos travaux-là. Donc il y a une conférence qui s'appelle EY qui a eu lieu le mois dernier en Hollande et la conférence IESA qui a lieu l'an prochain ici. C'est nous qui l'organisons, c'est l'école des mines qui l'organise. Globalement, il y a une grosse activité sur l'interopérabilité qui a lieu en Allemagne. Il y a beaucoup de travaux qui ont lieu à Karlsruhe et qui ont lieu aussi à Berlin. Après, le jeu des conférences fait qu'on est assez peu au courant de... Enfin, assez peu. Les communautés scientifiques outre-Atlantique sont assez cloisonnées. Donc on n'est pas tellement fort sur la connaissance de ce qu'ils font aux États-Unis, même si toute la partie gestion de la connaissance, dont j'ai beaucoup parlé, la gestion de la connaissance, vient beaucoup des laboratoires de la côte ouest et de Stanford. Donc il y a une concurrence, il y a eu aussi la volonté de se regrouper et de travailler en bonne intelligence. Il y a des cadres, par exemple, qui ont été construits par ce genre de réseau de scientifiques pour positionner un certain nombre de concepts et pour qu'on parte tous de bases similaires, qui est assez structurant en particulier pour construire les thèses des jeunes doctorants. Comment? Oui, on essaye. Plus ou moins bien. Non, on publie en anglais. Alors, on a l'essentiel de la reconnaissance scientifique, à tort ou à raison, est essentiellement basé sur le volume de publications dans des journaux, dans des revues. Donc, les seuls qui sont reconnus sont internationaux, donc il faut publier en anglais. Enfin, en tout cas, dans notre domaine. L'essentiel est en anglais. Après, on a des conférences qui sont en anglais, majoritairement aussi. Et puis, pour cultiver le réseau local, on a des conférences francophones où on se retrouve, mais essentiellement entre Français, là on publie en français. Il y a quelques journaux aussi en français, mais globalement l'essentiel de notre publication notre dissémination a lieu en anglais. Dans le risque social, il y en a un vous n'avez pas parlé, c'est l'opacité introduite par ces systèmes vis-à-vis de leurs utilisateurs. Cette opacité, elle a toujours existé. Je m'explique, quand un cheval n'était pas en bonne santé, le maquignon le voyait tout de suite. Quand un camion, maintenant, n'est pas trop bien,
Bah, globalement, dans ce que vous dites, il y a deux problèmes. Le premier, c'est la complexité du système qui fait qu'on n'en est plus expert. Et que réparer une 4L, c'était faisable par beaucoup de monde, pas moi, mais beaucoup de monde. Et puis aujourd'hui, ouvrir le capot d'une voiture, ça n'a plus de sens. Donc il y a ce problème-là, et ça, il est inhérent au fait que les systèmes sont de plus en plus évolués, et donc qu'on ne peut pas avoir tous la capacité d'abstraction, et donc on n'a que des spécialistes qui sont capables de regarder. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la malveillance. Et l'utilisation de la complexité du système pour s'infiltrer et pour aller faire des actions malveillantes qui sont indétectables. Alors, je ne veux pas dire que bon, l'évidence du virus ou du piratage voilà, sont inhérents à la complexité. Je ne pense pas qu'on avait de l'injection dans des chevaux de virus pour leur faire n'importe quoi, mais pourquoi pas. Mais ce problème-là, il est lié à la question de la sécurité des réseaux, à la question de... Parce que vous dites qu'il faudrait que ça soit certifié pour que quelqu'un le garantisse. C'est un peu comme si on disait on peut avoir des médecins qui nous font une visite préalable et qui nous disent c'est bon pour l'année prochaine. Oui, bon après ça marche ou ça marche pas. Mais c'est surtout, moi ce qui dans ce que vous dites, ce qu'il y a, c'est que avec ce genre, la montée en maturité de ces systèmes, on se retrouve avec deux problèmes qui sont un, l'infiltration et la malveillance, et ça, mis à part tous les systèmes de sécurité qui vont être associés et la spécialisation d'entreprises qui vont être en charge de protéger nos systèmes, ça c'est un métier qui va arriver, d'être en charge de protéger votre maison, c'est une alarme, et puis de protéger vos systèmes, ça va aussi se développer. Puis l'autre, c'est la sécurité de vos données, c'est-à-dire que les données, elles vont chez Google, elles vont n'importe où, et puis effectivement, mon smartphone, il envoie ma géolocalisation, alors que je suis une application de Tetris envoie ma géolocalisation. De quel droit? Donc, à nouveau, le légiste, et puis la sécurité. Mais ça, vous avez effectivement souligné un point qui était à vos souhaits, un point qui était incontournable. Chef? Alors en fait, ce truc-là, c'est inspiré d'un projet qu'on a déposé, qui a lieu. Alors c'était pas avec la RATP. En fait, l'idée, c'est venu effectivement d'un déplacement à Paris, coincé dans un métro, avec juste, voilà, coincé jusqu'à Charles de Gaulle Étoile, et puis on vous tient au courant, et puis sortir, pas savoir où sont les taxis, où sont les bus, bref. Et ce projet a été déposé avec la ville de Rouen, et donc toutes les régies de transport de la ville de Rouen, pour voilà, faire de l'intermodalité. Donc on n'a pas encore eu l'occasion de le présenter parce que le projet est déposé. On attend de savoir s'il va être accepté. Si on a des résultats sur Rouen, je pense qu'on pourra effectivement aller voir des villes plus grosses et des problématiques plus conséquentes. Alors, on avait une consigne de faire tout public, donc il n'y avait effectivement pas de mathématiques. Alors, je ne pense pas que les mathématiques soient si cruciales que ça dans ce qu'on a fait. Globalement, on va avoir quand même des algorithmes qui vont être un minimum performants, qui vont devoir faire dès lors qu'on a de l'analyse de données massive, et qu'on va avoir des données qui peuvent être voilà, en très grande quantité, on a des algorithmes qui vont faire voilà, de l'algèbre, des transformations matricielles, des recherches de valeurs propres, vecteurs propres, des choses un peu... oui, on va avoir un peu de maths sur la gestion des données. Et puis, donc ça c'est la première partie de données, et la première partie mathématique. L'autre partie mathématique, c'est toutes les règles de déduction, tout ce que j'ai masqué en disant on a une connaissance qu'on confronte à une autre, et toutes ces connaissances qui sont
celles qu'on a récupérées avec celles qu'on avait déjà et qu'on confronte, c'est l'application de règles qui sont des logiques d'ordre divers et variés, et donc avec des opérateurs mathématiques, avec des opérateurs logiques, et qui sont des règles qui relèvent à nouveau des mathématiques. Monsieur Sean, avec un très joli Bermuda. Comme ce domaine est relativement neuf, en particulier tout ce qui est connectivité, les réseaux, etc., ce que vous avez dit tout à l'heure, pour éviter que soit une opacité, soit une incompréhension de la part du grand public qui ne sait pas forcément comment ça fonctionne, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, ce type de discipline et le fonctionnement de ce type de réseau serait à enseigner, je ne sais pas, mais à expliquer peut-être pas des jeunes âges, mais assez rapidement au public pour améliorer la compréhension de ces systèmes et peut-être optimiser l'utilisation de ces systèmes? J'avais jamais réfléchi à ça, en fait. C'est plutôt une proposition intéressante, effectivement. Je pense que on a toujours le conflit entre il faut enseigner les éléments de base parce que c'est ceux qui sont structurants et qui font les têtes qui pensent bien, et puis il faut enseigner peut-être des couches un peu au-dessus parce que c'est celles qu'on utilise au quotidien. Voilà. Et donc c'est un compromis à trouver, c'est l'essentiel des débats qu'on a pour définir les programmes pédagogiques de votre formation, hein. Mais je pense que c'est valable à toutes les échelles, à tous les niveaux, et effectivement c'est pas du tout idiot de dire, mais je veux dire, c'est la même chose que de dire pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas le droit au collège. Voilà, il faudrait avoir un minimum. Donc oui, je vais répondre oui, ça serait intéressant de donner un minimum de rudiments que Internet, ça ne soit pas juste une fenêtre dans laquelle je tape un truc, qu'il y a peut-être des choses derrière. Alors, pour tout ce que j'ai présenté, il y a déjà des systèmes qui font des choses, mais nous, là, ce que j'ai présenté, c'est juste d'aller un cran plus loin. Donc, c'est-à-dire que les systèmes qui font de la récupération et du stockage de données, il y en a. Qui font de la diffusion de données, il y en a. Là où, oui, je vais prendre un exemple. On a un projet où on fait de la gestion de crise sur des réseaux de transport. Donc, mais pas tel que j'ai présenté, c'est plutôt sur le réseau routier. En cas d'intempérie, comment est-ce qu'on gère les zones de stockage de poids lourds, comment est-ce qu'on gère les naufragés de la route à qui il faut amener du café pour pas qu'ils râlent au journal de 20h, etc. etc. Ben, sur ce projet-là, on a des partenaires, donc qui sont le CRIR, qui sont le CT, qui sont les différents intervenants et exploitants des réseaux routiers. Ils ont des outils qui leur remontent les informations sur la météo. D'autres ont des outils qui leur remontent les informations sur les conditions de circulation ou les conditions de trafic, donc comment est la route et est-ce qu'il y a beaucoup de voitures. Donc ces informations-là, il existe des outils. Les deux faiblesses que j'ai essayé de compenser dans cette présentation sont la systématisation et la fréquence et l'automatisation de la remontée des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données, elles remontent, mais elles remontent parce qu'il y a quelqu'un qui téléphone, elles remontent parce qu'on a un capteur à un endroit, je caricature, mais donc c'est la multiplication de cette diffusion. Et puis l'autre faiblesse, c'est la mutualisation. C'est de faire en sorte qu'on ait une approche globale du système, qu'on voit le système dans sa globalité et qu'on puisse à la fois tenir compte du fait qu'on a des blessés, de la température qui tombe sur la route, une prévision de pluie dans pas longtemps, et que ce ne soit pas systématiquement à l'humain qui est en charge de la gestion de crise d'avoir cette capacité d'agrégation d'informations. Pour illustrer ça, on a fait dans un projet, on avait fait des exercices sur la gestion de crise, et voilà, avec ce genre de système-là, et on avait dans les partenaires, on avait un général à la retraite. Et donc, son jeu, c'était de faire un concours avec notre système, pour voir ce que notre système déduisait était cohérent. Donc on mettait la même situation, nous on remplissait les données dans le système, lui faisait son plan à la main, et globalement, surtout à cette époque-là, parce qu'on n'était pas encore très mature, mais il était meilleur que le système, sauf que, une fois sur deux ou une fois sur trois, il disait « Ah oui, j'ai oublié ça. J'ai oublié qu'il y avait un blessé à cet endroit-là, ou j'ai oublié ce truc-là. » Voilà.
Et donc, les systèmes, ils existent, mais ils laissent la responsabilité intégrale à l'humain de faire l'agrégation de toutes les données pour prendre la décision. Et l'humain, il est plus puissant, plus malin, plus subtil, mais il n'est pas exhaustif. La machine, elle est stupide, mais elle est exhaustive. Donc, l'intérêt de ces systèmes-là, c'est beaucoup de faire la couverture globale du système. Donc, ceux qui existent ne la font pas. Ils sont dédiés à un secteur. C'est pareil pour les transports, ce que je disais tout à l'heure vous avez une application RATP qui va vous dire si les métros sont coincés, etc. Mais vous n'avez pas l'agrégation qui va vous permettre de gérer votre trajet à vous. Oui. Là, je ne vous entends pas du tout, M. Kabir. C'est la tendance justement actuelle de d'une grande partie des projets technologie de l'information. C'est-à-dire que, tout à fait, voilà, ce problème, ça s'appelle Big Data en fait. Il s'appelle Big Data, ce problème-là. Et cette question-là, c'est la problématique scientifique aujourd'hui des gens qui travaillent sur ces domaines-là. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, beaucoup d'appels à projets financés, puisque c'est les financements qui donnent les orientations scientifiques. Puisque nous, on est obligé d'aller chercher des financements, et donc en partie, ce sont ces financements qui donnent... Donc, après avoir eu toute la partie réseau, après avoir eu toute la partie des projets sur les réseaux, des projets sur les appareils numériques, des projets sur l'Internet des services, aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels à projets sur cette problématique Big Data. Et donc, il y a beaucoup de technologies qui sont en train de se développer, justement, pas simplement pour avoir la capacité matérielle, mais aussi pour avoir les couches logicielles de gestion de toutes ces données, d'agrégation et de toutes ces problématiques-là que vous avez évoquées. Donc ce que vous relevez là, c'est exactement la problématique aujourd'hui qui est la plus en vogue et qui est le prochain verrou scientifique qu'il faut faire sauter. Je réponds à votre question. Il n'y a pas un outil, si tu veux, il n'y a pas un outil aujourd'hui qui fait la gestion de données à grande échelle. Aujourd'hui, on se rend juste compte que ça s'appelle la scalabilité au moment où on passe à l'échelle, au moment où on dit on savait faire des choses sur nos bases de données avec quelques millions d'instances. Quand on passe sur du big data, nos outils ne marchent plus. Ils sont plus fiables, ils sont plus robustes, donc on est obligé d'ajouter des couches qui soient susceptibles de gérer ça, et ça n'existe pas vraiment. C'est en cours de développement aujourd'hui. Toutes les pistes sont sur... Justement, tout à l'heure, on parlait de où sont les maths. Une grosse partie des pistes qui sont sur la gestion Big Data, c'est comment est-ce qu'on les organise. Donc, quelles sont les structures mathématiques auxquelles on fait appel pour organiser les données, pour valoriser leur exploitation et pour pas avoir à creuser des colonnes gigantesques de données pour aller chercher la bonne donnée, mais pour avoir les bons réseaux, les bons chemins, les espaces de bonne dimension, avoir toutes ces notions-là de gestion de données. C'est en particulier, à la base, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est toute la partie gestion de la sémantique, c'est-à-dire comment est-ce qu'une donnée qui est une donnée informatique, comment est-ce que je lui donne un sens qui va grandement faciliter sa gestion, si jamais elle a du sens. Donc comment est-ce que je fais les liaisons sémantiques, sur quelle structure mathématique est-ce que je me base pour aller, est-ce que c'est juste des réseaux avec de la proximité, des indices de proximité, qu'est-ce que j'utilise comme structure de données pour pouvoir gérer des grands volumes de données. Oui.
Je ne sais pas, ma réponse te le dira. Enfin, mes réponses. Donc la première question, quelles sont les tendances que j'imagine? Là, je viens d'essayer de le faire 1 heure, alors ça va être difficile de te dire autre chose. Les tendances que j'imagine, c'est vraiment cette capacité à agréger les données. C'est ça vraiment le truc. Et à en faire une exploitation qui n'est pas simplement du rendu. C'est la capacité à recueillir les données. Je ne sais pas, un exemple que je peux te donner, c'est un exemple qu'on a sur un autre projet où on dit, voilà, quelqu'un qui prend l'avion, qui regarde un film dans l'avion, l'avion se pose, son film n'est pas fini, il prend le taxi, il arrive à l'hôtel, il enregistre sa chambre, il rentre dans sa chambre, il allume la télé lui propose la suite du film. Ça, c'est ce genre de conséquences qu'on envisage. C'est le fait d'utiliser tous les smartphones qui sont en veille, lorsqu'ils sont en veille et qui sont posés sur une table de nuit et qui sont immobiles, comme des détecteurs sismiques parce qu'ils ont un accéléromètre et qu'on va pouvoir avoir... C'est la mutualisation des données. Donc la mutualisation des données avec tous les impacts négatifs et tous les impacts dangereux qui sont associés avec la gestion de la vie privée, avec tous ces trucs-là. Donc l'impact, la perspective principale que j'ai essayé de mettre en évidence dans cette présentation, c'est le fait que les données ne soient pas du point à point, mais qu'elles soient utilisées dans des espèces de places de marché de données, pas au sens marché pécunier, mais de places de marché au sens où il y en a beaucoup, et que des automates, des règles fassent leur marché justement pour prendre des décisions, enfin pas prendre des décisions, justement proposer des conséquences à cet ensemble de données. Ça, c'est la réponse à ta première question. Et la deuxième, globalement, on a l'impression depuis 10 ans que ce truc-là augmente parce que le monde devient plus petit et que la collaboration elle est de plus en plus incontournable. Donc ce domaine de recherche nous semble en pleine explosion et pourvu que ça dure. Mais c'est aussi parce que la technologie avance très vite. Et donc nous, on est un peu en parallèle de la technologie, on travaille avec des entreprises qui sont justement dans les technos et qui font avancer ces technologies. Et nous, on dit, tiens, ce truc-là, il est intéressant pour ces problèmes qu'on rencontre là, ou pour ces perspectives qu'on voit. Et il y a plein de technologies qu'on a utilisées et qu'on a vu naître dans l'entreprise et qu'on a récupérées, et un peu réciproquement. Donc les blocages, ils peuvent être technologiques, on parlait du big data tout à l'heure, mais aujourd'hui, je pense que c'est un truc qui est vraiment en pleine expansion et qui est promis à de belles années, et ça m'arrangerait. Ah, oui. Vous avez parlé d'une start-up à l'école qui essaie L'industrialiser. Ouais. Et ben, actuellement, ils ont déposé les statuts, ils commencent la semaine prochaine. C'est vrai, hein? C'est des anciens doctorants du laboratoire qui ont fini l'an dernier et qui ont ce projet de monter une société. Et donc, tout est mis en place et ils démarrent. Ils ont même leur premier embauché qui démarre la semaine prochaine. C'est pour ça que je dis ça. Ben, ils veulent pour l'instant pas partir sur un projet concret, ils veulent surtout industrialiser les outils. C'est-à-dire que les outils qu'on a qui sont des prototypes avec les problèmes de non-industrialisation qui leur sont associés, qui ne sont pas forcément robustes, qui sont juste des démonstrateurs de recherche, ils veulent d'abord créer un noyau stable qui va leur permettre en parallèle de démarcher les entreprises et d'aller leur présenter ces trucs-là. Donc il faudrait en parler avec eux, il y en a un qui est là, mais il faudrait leur en parler, mais globalement, je pense que leur idée, c'est d'abord de commencer par aller voir, chercher des PME, les DSI des PME, et puis de leur montrer en quoi est-ce que ce genre de système peut leur faciliter la collaboration, le travail avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, avec leurs partenaires, pour construire ces écosystèmes industriels à la volée, les construire de manière opportuniste. Donc je pense que leur objectif, à court terme, c'est un package vendable à la PME pour faciliter ses collaborations. Bien, je crois qu'on est arrivé au terme de cette soirée. Vraiment, Frédéric, on mesure le travail important qui est derrière cette présentation.
Je crois qu'on peut dire que vous avez parfaitement rempli le cahier des charges. On n'a pas une seule formule de mathématiques, mais on mesure bien qu'il y en a pas mal, qu'il en faut pas mal derrière tout cela. Vous avez donc non seulement fait une présentation dans l'esprit qu'on voulait, mais vous l'avez rendue absolument passionnante, comme en témoigne le grand nombre de questions que nous avons vues à la fin de nos interventions. Donc, je voudrais en rester là, en vous rappelant donc qu'on vous retrouve jeudi prochain ici même pour la présentation un peu suivante, la suivante dans le même esprit, et vraiment vous renouveler nos remerciements et nos félicitations pour cette présentation, et puis pour le courage que vous avez eu de vous lancer en tout premier dans cet exercice. J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres pépites de l'École des Mines qui seront présentées par la suite. Merci et bravo. Merci à tous. Bonne soirée.